Madame la ministre de l'Éducation nationale. Si le maintien des 4 000 postes enseignants à l'issue du débat budgétaire a apporté une bouffée d'air à notre école, la préparation de la rentrée scolaire ne se fait pas sans difficulté. Dans plusieurs départements, les fermetures de classes sont ainsi vécues comme des douches froides, entraînant la mobilisation des élus locaux et de la communauté éducative. Je pense au département de la Moselle, confronté à 80 fermetures de classes et à 30 suppressions de postes. La Gironde, qui perd 60 classes et 13 postes, et le Lot, qui perd 2 écoles sans aval du maire. Cette fragilisation du maillage territorial des établissements scolaires, lourde d'incidences sur la vitalité de nos communes, suscite d'autant plus l'incompréhension quand les fermetures semblent tomber du jour au lendemain sans concertation suffisante. Vous vous étiez pourtant engagé, quand vous étiez Première ministre il y a 2 ans, à un changement de méthode et à une transparence accrue en donnant une vision à 3 ans des fermetures de classes. Où en est-on aujourd'hui de cet engagement ? Nous connaissons déjà votre réponse face aux déceptions engendrées par la carte scolaire, le déploiement d'une partie des postes sauvés sur certaines politiques prioritaires, à l'instar de la reconstitution des brigades de remplacement fragilisées par vos prédécesseurs ou de l'école inclusive. Mais malgré cette volonté affichée, force est de constater que sur ce deuxième point, le compte n'y est pas non plus. Les postes enseignants demeurent insuffisants pour améliorer significativement le taux d'encadrement, notamment dans le secondaire, préalable indispensable pour accueillir dans de bonnes conditions l'ensemble des élèves en situation de handicap. Il en va de même pour les postes de coordinateur ULIS. 20 ans après la loi de 2005, qu'est-il prévu en termes de moyens humains pour assurer un accompagnement pédagogique au plus près des besoins de ces élèves, à l'heure où l'évolution démographique constitue une opportunité à saisir ? Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Marie-Pierre Monier, alors vous l'avez dit, nous faisons face à une baisse démographique importante qui se traduit depuis plusieurs années et vraisemblablement encore pour plusieurs années par une diminution de près de 100 000 élèves donc chaque année. Et malgré cette baisse, et grâce au Parlement, nous avons pu maintenir le nombre de postes de professeurs et par ailleurs créer 2000 postes d'AESH, des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et ces moyens, mais vous avez quasiment déjà répondu à votre question, ces moyens, j'ai en effet fait le choix de les affecter à nos politiques prioritaires. En premier lieu, la réussite de tous les élèves, donc la réduction des inégalités sociales et territoriales, la poursuite du développement de l'école inclusive et puis un enjeu important qui concerne le remplacement avec précisément le renforcement des brigades de remplacement. Dans ce contexte, la carte scolaire ne peut pas être figée, elle ne l'est jamais. Il y a des ouvertures de classes, il y a aussi des fermetures de classes, mais je peux vous assurer que les services académiques ont été particulièrement attentifs à prendre en compte non seulement le taux d'encadrement qui va s'améliorer dans tous les départements, mais également le maillage territorial. Et je le souligne à Madame la sénatrice, il ne peut pas y avoir de fermeture d'école sans l'accord du maire. Donc je suis à votre écoute. Je suis à votre écoute, mesdames et messieurs les sénateurs, si cette règle n'est pas appliquée. Et par ailleurs, écoutez, je pense que j'aurai de nombreuses écoutes de votre part et on pourra échanger sur ce sujet. S'agissant de l'école inclusive, madame la sénatrice, je pense que c'est très important que l'on puisse anticiper et répondre plus rapidement aux besoins des élèves. Et c'est tout le sens des pôles d'appui à la scolarité que nous avons commencé à expérimenter à la dernière rentrée, qui permettent précisément de ne pas attendre les notifications des MDPH pour proposer un accompagnement adapté aux élèves. Donc je me réjouis de pouvoir poursuivre le dialogue sur ces sujets avec vous, mesdames et messieurs les sénateurs. Mais je crois que l'ensemble des sénateurs et sénatrices ont répondu. Pour moi, Madame la Ministre, il y a un véritable problème et je crois qu'il faut y travailler parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe en réalité sur le terrain. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté. La semaine dernière, les entreprises françaises qui sont en contrat avec l'ambassade des États-Unis ont reçu une lettre de l'ambassadeur leur demandant de mettre un terme à leur politique de diversité, égalité et inclusion. Et la même lettre les menaçait même de mettre fin à leur contrat s'ils ne cédaient pas à cette demande.
Il est clair que cette lettre exporte la politique déjà engagée aux États-Unis depuis le décret exécutif de Trump, qui a demandé aux entreprises américaines de cesser toute politique de diversité. Il est clair aussi que c'est une véritable ingérence dans la vie des entreprises françaises et que ceci relève de la croisade mondiale que les États-Unis entendent mener contre l'égalité entre les femmes et les hommes, contre l'inclusion des travailleurs handicapés, ainsi que contre la lutte contre les discriminations qui touchent les personnes LGBT. Alors, Monsieur le Ministre, j'ai plusieurs questions. Il faut, je crois, anticiper. Quel soutien moral, politique, économique comptez-vous apporter aux entreprises françaises qui pourraient être demain affectées par cette politique et dont on ne connaît même pas peut-être encore les développements futurs? Comment comptez-vous ne rien céder aux valeurs et aux lois françaises et en même temps aider les entreprises à résister et à amortir les impacts économiques que pourraient avoir ces décisions sur leur activité? Enfin, comment allez-vous les aider à s'organiser collectivement? Ça me paraît indispensable. Quelle initiative comptez-vous prendre pour que l'Union européenne porte la parole de la France et défende ce qui sont aussi des valeurs de l'Union européenne? Et enfin, un petit sujet dans le sujet, comment le gouvernement entend protéger les salariés français des entreprises américaines dont les cadres dirigeants seront soumis à la double injonction, d'une part des États-Unis de mettre fin aux politiques de diversité et d'autre part de respecter les lois françaises? Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Laurence Rossignol, effectivement, nous avons pris connaissance de plusieurs courriers transmis par l'administration américaine dans son ensemble, via l'ambassade, à un certain nombre d'entreprises françaises, leur enjoignant, je cite, de mettre fin à la discrimination illégale et de rétablir les opportunités basées sur le mérite. Il est clair que ce courrier ne reflète que les valeurs du gouvernement américain et ce ne sont pas les nôtres. Cette pratique n'est pas acceptable et je regrette profondément ce courrier qui n'est pas à la hauteur de l'amitié séculaire entre nos deux pays, entre nos deux peuples et au partenariat qui nous lie. Je me rendrai à Washington au mois d'avril dans le cadre de réunions internationales et je transmettrai ce même message très fortement et très clairement à mon homologue américain et à l'administration américaine. Je veux réaffirmer devant vous, avec le Premier ministre, avec le gouvernement, nos valeurs que nous défendrons fortement, qui sont naturellement la liberté, l'égalité, la fraternité, mais je veux rajouter l'inclusion, la diversité et la mixité. Ce sont ça les valeurs de la République et nous allons les défendre fortement. Comment allons-nous accompagner les entreprises ? Eh bien, nous aurons un autre événement qui va arriver cette nuit, qui sont probablement des tarifs élevés qui vont s'appliquer au commerce entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Et le président de la République a pris l'initiative avec le Premier ministre et le gouvernement de réunir les filières concernées à l'Élysée jeudi et nous allons dialoguer avec nos entreprises afin de leur apporter le secours que, à juste titre, vous proposez. Le temps me manque pour développer tous ces sujets, mais soyez certaines que le gouvernement sera à leur côté pour, dans ce qui est malheureusement une bataille, j'espère provisoire, eh bien, nous soyons solidaires, unis, efficaces pour défendre ces valeurs. Merci, Monsieur le Ministre. J'attire aussi votre attention sur quelque chose qui n'a pas dû vous échapper, c'est la fin des dispositifs anticorruption aux États-Unis. Et en France, on n'a vraiment pas besoin en ce moment de lever le pied sur les dispositifs anticorruption. Madame la Ministre, il y a 60 ans, la France adoptait une loi importante sur l'eau avec un modèle de gouvernance décentralisé, ambitieux. Pourtant, aujourd'hui, nous constatons des reculs. Quand le gouvernement prélève sur la trésorerie des agences de l'eau, quand l'État demande aux agences de financer des actions de la PAC, quand le ministre Rebsamen lui-même s'interroge sur la gouvernance et le fonctionnement des agences de l'eau, quand le gouvernement renonce à ses engagements sur la réforme des redevances pour financer le plan eau. Sur la base de ces constats, comment comptez-vous nous rassurer sur la politique des moyens ? D'une conférence nationale sur l'eau, version Michel Barnier, à des conférences régionales, version François Bayrou, quelle est la méthode de travail ? Quel rôle jouera le Comité national de l'eau, ainsi que les comités de bassin ? Vous avez enfin lancé votre feuille de route sur la qualité de l'eau. Avec ma collègue Florence Blatrix-Contat et le groupe SER, nous avons déposé une proposition de loi en ce sens. Mais parmi les annonces, que retenir ? La réactivation d'un groupe de travail, essentiellement technique, la publication d'un guide au préfet, sans pouvoir coercitif. Et côté financement, on nous apprend que 6,5 millions d'euros seront dégagés du plan Éco-Phyto,
Tout cela est bien faible au regard des besoins. 2 ans après les annonces du plan eau, moins de 5% des aires de captage sont protégées. Personne n'est dupe. Nous reportons toujours à demain les urgences du moment. Madame la ministre, la politique de l'eau reste-t-elle une priorité pour votre ministère ? Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Gillet, merci de votre question et de votre engagement sur ce sujet de l'eau. Je pense en particulier à votre rapport publié en 2023 qui a largement enrichi nos réflexions. Nous fêtons aujourd'hui, quasiment jour pour jour, les 2 ans du plan eau qui avait été lancé par le président de la République et mon prédécesseur Christophe Béchu. Un plan qui poursuit l'objectif de réduire notre consommation d'eau et de protéger notre ressource en eau en quantité. Ce plan, 2 ans plus tard, 64% des mesures ont déjà été réalisées et la totalité est engagée. Nous avons par exemple 50 sites industriels qui sont d'ores et déjà dotés d'un plan de sobriété en eau avec l'objectif d'atteindre 10% d'ici l'année 2027. Par ailleurs, j'ai publié vendredi dernier, aux côtés de mes collègues Annie Genevard et Yannick Neuder, notre feuille de route pour améliorer la qualité de l'eau potable. Cette feuille de route, elle vise 1. à identifier les aires de captage prioritaires afin d'y concentrer nos efforts. 2. elle dote de moyens financiers les collectivités, les agriculteurs, les industriels pour les accompagner. Et je veux préciser ces moyens. Vous avez mentionné les 6,5 millions d'euros. Ça, c'est pour la définition du périmétrage des aires de captage. Mais vous avez omis les 2 milliards d'euros d'aquaprêt de la Banque des territoires à des taux ultra compétitifs, ce qui n'est pas exactement l'épaisseur du trait. Et comme vous le savez, la Banque des territoires a annoncé un complément de 2 milliards d'euros sur l'ensemble de ces politiques d'accompagnement de la transition écologique à ma demande et à celle de mon collègue ministre de l'économie. Nous sommes donc aujourd'hui dans une phase où les collectivités locales doivent se saisir de ces instruments. Le Premier ministre lancera enfin prochainement une grande conférence sur l'eau, une conférence qui sera portée effectivement au niveau des territoires. C'est important, il ne s'agit pas de discuter au national de l'eau, il s'agit de voir bassin par bassin comment on doit répondre au mur d'investissement qui nous attend, tout en veillant à avoir une tarification qui reste acceptable pour les habitantes et les habitants et en appliquant le principe pollueur-payeur. C'est de ce sujet-là que nous allons nous saisir. Merci, Madame la Ministre. Hier, j'ai rencontré le directeur de la Banque des territoires et lui-même reconnaît que les prêts aquaprêts, en l'occurrence, sont faiblement mobilisés au regard de l'enveloppe qui est disponible. Et ce sont bien des prêts. Si bien que ça conduit, si on n'a pas une politique de soutien efficace, à un reste à charge qui est trop important pour les collectivités locales et territoriales et les maîtrises d'ouvrage. Et de fait, on a une problématique véritablement pour enclencher les investissements. Enfin, je vous alerte, Madame la Ministre, sur les conférences régionales, etc. Nous n'avons au niveau du Parlement aujourd'hui aucune information sur votre méthode d'élaboration. Et nous souhaitons bien évidemment être associés à notre niveau avec le Conseil national de l'eau et les parties prenantes aussi au niveau national, en respect aussi d'une logique de travail à l'échelle des comités de bassin.